Théodora, bonjour, bienvenue dans ce 7e épisode du podcast VED Labs. On est ravis de t'accueillir au pôle, tu as pu te rendre disponible, tu travailles en Italie depuis presque un an. Depuis un an tout pile, là déjà, depuis octobre, donc ouais, on célèbre les 1 an. Merci de l'invitation, en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc tu as participé au projet Vinci EcoDrive il y a déjà quelques années. 4-5 ans, j'avoue que les dates, ça n'a jamais été mon fort, mais oui, ça fait un moment déjà. À l'époque, j'étais en aéro, et ensuite, l'année d'après, je suis devenue co-directrice avec Nico Tran. Et maintenant, tu n'as pas lâché le projet puisque tu es PRM. Ouais, c'est ça, depuis 2 ans, et donc je suis le projet en tant que PRMFS, et on va dire, je supervise et je regarde ce que font les équipes d'un point de vue plus extérieur, et j'essaie d'apporter un point de vue technique et méthodologique sur le projet. Bon, on va refaire dans l'ordre. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton expérience quand tu étais au sein de l'association et ensuite ton point de vue maintenant sur le projet parce que du coup tu as vraiment suivi l'évolution. J'imagine que les enjeux ils ont vraiment beaucoup évolué. Oui, avec plaisir. Bon, déjà, juste pour retracer un tout petit peu mon parcours auparavant, j'ai fait 2 ans de prépa avant de rejoindre les Sylves en A3. Lorsque je suis arrivée en A3, j'ai décidé de faire 3 associations, donc le 4L Trophy, Vinci EcoDrive et la Junior Entreprise. Et j'ai du coup commencé par le 4L Trophy avant de rejoindre VED. J'avais envie de partir un petit peu à l'aventure et d'avoir un petit peu ce côté technique un peu plus historique, parce que les 4L, c'est quand même encore autre chose par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et lorsque j'ai rejoint Vinci EcoDrive, du coup, après le 4L Trophy, je l'ai rejoint dans la section aérodynamique. Donc à l'époque, le Formula Student était vraiment un projet tout jeune, ça faisait 1 an et demi, je crois, qu'il existait à l'époque. On n'avait même pas un modèle 3D du châssis, on était vraiment aux prémices du projet. Feuille blanche, complètement feuille blanche. Et du coup, j'ai rejoint l'association sur la partie aérodynamique et je me suis occupée du châssis, parce que j'avais fait un stage en 3e année qui m'avait permis d'acquérir des connaissances en modélisation 3D. Donc ça m'avait permis de partir de ce point de vue-là. Donc l'année après, c'est passé, on a fait les premières modélisations CAD, on avait un châssis que maintenant on voit un peu partout dans les communications, c'est celui-là que l'on voit sur toutes les images, donc ça fait plutôt plaisir de le voir avec sa petite couleur rouge et noir, c'est très sympa pour le coup. Et l'année d'après, du coup, j'ai été promue co-directrice FS avec Nicolas Tran. Et donc, lui était vraiment sur le côté technique de la liaison au sol. Et moi, je m'occupais plutôt de la partie composite et aérodynamique. L'avantage, c'est qu'on avait essayé d'avoir un binôme assez complémentaire. Lui était en A3, moi en A5 au moment où j'ai pris ce poste. Ce qui nous a permis d'avoir vraiment cette complémentarité, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau de l'âge, pour notamment gérer le projet d'un point de vue global, mais aussi d'un point de vue très concret avec les équipes et pouvoir travailler sur le relationnel. Un autre truc qui était plutôt important à cette période-là, c'est qu'on était en période Covid. Donc il a fallu en plus faire tout cela en digital. C'est pour ça qu'on avait développé un bon paquet d'infrastructures pour essayer de vraiment avoir ce côté ambiance d'association malgré le fait qu'on soit tous à la maison. Et oui, non, ça avait été très challenging comme période. Et puis à la fin, on devient PRM et puis on continue à suivre le projet. On voit les changements de règlement qui font qu'il faut changer le châssis parce que le nez n'est plus à la bonne hauteur, par exemple. Mais non, en vrai, dans l'ensemble, le projet a énormément évolué. On voit que les équipes sont toujours très motivées et ça fait vraiment plaisir de pouvoir suivre le projet, même encore maintenant, alors qu'au tout début, il n'y avait rien. Alors, pour juste remettre dans le contexte, au moment du Covid, c'était au moment où vraiment il y avait... Tout était fermé. Tout était fermé, même... Oui, et en plus, D'accord. à cette époque-là, j'étais partie à l'étranger. Donc, comme je l'ai dit, j'étais en A5. Donc, les 6 premiers mois, je les avais fait à Lessive. Et les 6 mois suivants, je les avais fait à Coventry. Okay. Parce que j'avais décidé de faire un double diplôme là-bas, tout en gardant le rôle de DFS. Et on va dire, ça a joué un petit peu en ma faveur, le fait qu'il y ait le Covid, parce que tout le monde était à la maison, bloqué chez soi. Donc, que je sois à l'étranger ou non, ça ne changeait rien en termes de management et de gestion. Mais oui, c'était vraiment l'époque où tout était fermé, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller au labo. Donc on a vraiment focalisé sur toute la partie modélisation 3D, tout ce qui pouvait se faire via Internet, parce qu'on ne pouvait rien construire en fait, c'était complètement barricadé. Ouais, ok. Donc après ta sortie d'école, tu as fait un stage chez Ferrari ? Non, pas directement. Pas directement, en fait, à l'époque du lycée, j'avais déjà une idée un petit peu du parcours que je voulais faire et j'ai toujours voulu avoir cette double casquette ingénieur-designer.
Donc j'ai rejoint les Sylves en sachant que l'on avait un partenariat avec Coventry, qui est aussi une très bonne école d'ingénierie, mais une excellente école de design aussi. Donc c'était vraiment, ça m'avait permis de forger mon parcours en fonction de mes envies. Donc pour cela, les Sylves a vraiment été incroyable sur ce sujet. J'avoue que j'étais très contente de rejoindre les Sylves quand je suis arrivée. Et du coup, j'ai fait 1 an de design après mes 5 ans d'ingénierie. Et après cela, j'ai pu avoir la chance d'intégrer un stage chez Ferrari à l'Engineering Academy. Notamment, ils ont fait récemment des vidéos sur le sujet et on voit ma tête qui apparaît dans certaines de leurs vidéos. Je crois que c'est sur le premier épisode où ils présentent ce projet d'Engineering Academy qui existe depuis très longtemps, mais la promotion, ils la font depuis récemment. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as vu les vidéos qui... Bah non, du coup, ils faisaient pas encore de promotion, mais tu en as entendu parler Ouais, j'en ai sur entendu Internet. parler. La F1 est vraiment une passion. Je suis ça depuis toute petite. Je crois que c'est l'une des époques que je suivais le plus. C'était l'époque 2008. Enfin, c'est vraiment... Ça fait très longtemps que je suis la F1. Même si j'avais un petit peu abandonné sur la partie 2012 à 2018. C'était un peu une période où, bon, on savait à peu près comment le classement allait finir. Donc, c'était moins intéressant à suivre d'un point de vue spectateur. Mais j'ai toujours suivi un petit peu les avancées technologiques, ce qui se faisait, les opportunités d'emploi, parce que on peut toujours essayer, hein, on ne sait jamais, ça pourrait passer. Et de fil en aiguille, j'ai appris que les équipes de F1 avaient très souvent des académies. Bon, les Driver Academy et les Engineering Academy, c'est quelque chose d'un petit peu moins connu à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver une opportunité pour postuler sur ce créneau. Et ensuite, du coup, j'ai fait les entretiens. Et à la fin de ces entretiens, je crois que la durée pas des entretiens, mais de la période de recrutement, c'était quelques mois quand même. Hein. C'était vraiment, il y a énormément de monde à faire passer, donc ça a pris son temps. Et puis à la fin... Ouais, on entend moins parler que les Driver Academy, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de gens. Et donc, en fait, ouais, ça s'est passé presque naturellement, en fait. Exactement, ouais. Comme n'importe quel entretien pour une entreprise, finalement. Exactement. Enfin, c'est vrai que les seuls entretiens que j'avais déjà eu avant, c'était où directement, quasiment, tu rencontres le chef technique et le RH, quoi. C'est un entretien et t'es pris ou t'es pas pris. Là, c'est vraiment un processus avec un test technique, un test de personnalité. Vraiment, je pense que ça se rapproche plus de ce que font actuellement les entreprises dans le secteur de la finance, de ce que j'entendais. Enfin, toutes les personnes qui étaient en IF me racontaient un petit peu leur retour de période de recrutement, et c'est vrai que c'est des trucs beaucoup plus carrés et beaucoup plus fournis pour vraiment sélectionner le meilleur à la fin. Enfin, l'idée, c'est pas de récupérer tout le monde et puis après on fait allez hop. C'est ça, c'est pas juste sur le CV, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup Exactement. plus profond. Okay. Et ensuite, après ces 6 mois de stage, donc dans le département HERS, donc le système hybride de la voiture, du coup, j'ai réussi à être recrutée et maintenant, ça fait 1 an que je travaille là-bas. Donc, Félicitations. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la Formule 1, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que c'est l'ERS ? Alors, dans une voiture en Formule 1, maintenant, il y a 2 types de motorisation. Il y a le moteur thermique et le moteur électrique. Donc, le moteur électrique, il est alimenté par des batteries. Il y a aussi toute la partie unité de contrôle, donc le cerveau de la voiture. Et la partie moteur électrique qui se divise en 2 actuellement. Un moteur qui récupère l'énergie cinétique de la voiture, qu'on appelle MGUK, et un moteur qui récupère plutôt la partie échappement et toute la partie thermique. C'est pas vraiment le bon terme, mais on va dire thermique pour faire plus simple, des échappements du moteur, et qui s'appelle le MGUH. Et donc tout ce petit monde est englobé dans un système qu'on appelle le système ERS, qui veut dire Energy Recovery System. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer l'énergie du système pour l'alimenter dans d'autres éléments de la voiture. Ok, d'accord. Et donc ouais, et ton travail au quotidien, tu travailles là-dessus, mais alors, je ne sais pas si tu peux trop en parler, mais... Plus précisément, je suis ingénieur système. Donc, ouais. c'est vraiment... l'avantage d'être ingénieur système, c'est qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe sur tous les composants de la voiture dans ce système ERS. Et ça permet notamment de s'occuper un petit peu de tout ce qui est avant-projet ou même suivi de projet. Donc, c'est là où, finalement, l'expérience à la junior entreprise est très bénéfique parce que c'est quelque chose que je savais déjà un petit peu faire, hein, pas sur une aussi grande échelle et à une aussi grande ampleur, mais on va dire on avait au moins les clés pour commencer correctement ce genre de travaux. Et voilà, après, je fais aussi un peu de concept design où j'ai quand même réussi à ramener la casquette designer dans le sujet, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair, ok. Est-ce que tu aurais éventuellement un sujet libre sur lequel tu aurais envie de t'exprimer, sur lequel on pourrait discuter ou...
Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une importance qui n'est pas assez poussée sur l'apport que peut avoir le design, notamment dans l'ingénierie. Parce que tout bon ingénieur est capable de faire des modèles, des calculs et théoriser, on va dire, des concepts. Et finalement, en général, quand on parle d'un designer, on va souvent dire un designer, c'est quelqu'un qui sait dessiner. Mhm. Or, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En général, c'est quelque chose que j'ai appris du coup lors de cette année en design. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça te force à vraiment changer ton mode de pensée pour regarder vers le futur et essayer d'imaginer à quoi va ressembler le monde de demain en se basant sur ce qui est aujourd'hui. Un cas typique, c'est tous les projets que j'ai dû faire pendant cette école de design. C'était ce cursus, pardon. C'était par exemple, on va te donner un public cible. Il faut que tu comprennes ce public cible, quelles sont ses envies, quels sont ses attraits, qu'est-ce qu'il déteste, et essayer de comprendre vraiment la personne à qui tu vas essayer de vendre ton produit. Et imaginer le véhicule de demain pour elle. Et se dire, bon, cette personne-là, c'est quelqu'un, c'est une businesswoman, elle a besoin d'un véhicule qui est ultra pratique, elle n'a pas forcément besoin de la puissance, elle a besoin d'avoir, je sais pas, sa tasse de café, elle va le mettre à 3 endroits différents. Enfin, il y a vraiment cette façon de... Il faut réussir à comprendre le personnage qui sera en face de toi, mais aussi les technologies. Et c'est là où le designer est assez intéressant, parce que s'il a des connaissances superficielles sur les technologies actuelles ou de demain, parce que c'est pas son background quand même, ce n'est pas ce pourquoi il a étudié, il a besoin d'avoir une idée de comment cela fonctionne pour pouvoir l'intégrer correctement à son produit, à son véhicule. Et c'est quelque chose qui finalement est très complémentaire de l'ingénierie, où nous on connaît le concept, on sait comment ça marche, on sait à quoi ça sert. Et eux ils sont plutôt dans le mode de penser comment je vais l'intégrer pour pas que ça pénalise le côté esthétique tout en apportant les bénéfices du système. Bon, parfois c'est pas parfait, il y en a qui sont un peu bancaux, mais c'est un peu l'idée. Ok, donc il faudrait qu'en fait les designers soient davantage formés au métier de l'ingénierie, ou en tout cas aux façons de réfléchir, et à l'inverse que les ingénieurs soient davantage formés au métier du design, comment réfléchir au moins un produit. sensibilisés à avoir un esprit critique et un esprit de design. C'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pendant le cours de design. Le fait que je connaisse la technologie m'a énormément aidé à savoir comment l'implémenter. Mais à l'inverse, je vois actuellement, ou même dans mon entourage, des ingénieurs, ils connaissent l'objet sur le bout des doigts, mais par contre, pour l'utiliser de façon ergonomique et facile d'accès, même pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'objet, c'est pas aussi simple. Et c'est là où finalement en F1, ça peut être en F1 et en n'importe quel sport automobile, ça a tout son sens, parce que les pilotes, ils vont conduire la voiture, mais ils n'ont pas forcément besoin d'avoir toutes les connaissances sur le bout des doigts, sur comment marche, je sais pas, cet engrenage par exemple. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre comment utiliser facilement l'objet dans leur cas de figure et dans leur cas d'usage. Et je trouve que le design apporte un peu cette mentalité de ok, comment la personne lambda peut se servir de ce projet, de cet objet derrière. Ok, bon c'est un peu une bonne nouvelle, parce que le pôle propose, je crois, des doubles diplômes à partir de la 4e année entre l'IM et les CIF, donc ça va dans le sens, oui. Ça va dans le sens que tu exprimes. C'était d'ailleurs à une époque, c'était un double diplôme que j'avais envisagé aussi, donc c'était pas anodin. Le pôle Léonard de Vinci avait vraiment été un choix réfléchi quand j'ai rejoint l'école. C'était vraiment. Pourquoi ton choix d'ailleurs, il s'est porté sur autre chose finalement ? Il s'est porté sur le double diplôme à Coventry, parce qu'ils avaient l'école de design derrière, sur une année complète. J'avais envie de vraiment faire une année complète et pas juste... pas juste un peu. Pas juste un peu. J'avais vraiment envie d'aller à fond dedans pendant un an, et on se donne à fond et on voit ce que ça donne. Ok, ça marche. T'es sorti d'école depuis pas très longtemps. Je sais qu'on reste un peu là-dedans, mais t'es sorti d'école depuis pas très longtemps. Est-ce que éventuellement... j'imagine du coup tu as pu prendre du recul, voir, analyser peut-être tes décisions, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. Est-ce que tu as peut-être un conseil pour quelqu'un qui est là en première, deuxième, troisième année, qui vient d'arriver, qui sait pas trop où il va et qui... Je pense que le plus important, c'est vraiment d'essayer au maximum et de tester de nouvelles choses. Je trouve que le côté associatif, notamment au pôle et dans les écoles universitaires,
post-bac, c'est pas universitaire, c'est plus post-bac, est vraiment impressionnant et il faut vraiment se donner à fond dans ce genre d'activité. C'est ne pas hésiter à rejoindre des associations, même des associations qui sont dites plus professionnalisantes, parce que c'est vraiment un énorme avantage que l'on a de pouvoir tester des choses sans vraiment avoir peur de l'échec. Enfin, on ne peut pas avoir un échec, on peut juste apprendre. Et c'est vraiment important de faire ce côté, d'aller dans ces associations, et même des associations un peu plus à but humanitaire, comme le 4L Trophy, qui te fait voyager. Comme ça, en plus, tu lis l'utile à l'agréable. Il n'y a pas besoin de travailler toujours. Tu peux aussi t'amuser un petit peu, faut pas... Et non, après, je trouve vraiment que c'est ce côté associatif, il faut toujours se donner à fond. Et des fois, on peut avoir tendance à se dire, ouais, mais en fait, ça sert à rien ce que je fais. Enfin, ça va pas m'amener là où je veux, mais on sait jamais. J'ai rejoint la F1. C'était inespéré. On s'attendait pas on peut pas s'attendre à certaines choses. C'est justement parce que j'ai développé mon cursus en essayant différentes choses et vraiment juste en m'amusant, tout en découvrant de nouvelles choses. Je dis beaucoup de mots de choses là, depuis tout à l'heure. Que j'ai forgé le parcours que j'ai fait aujourd'hui. Donc, Au montage, on remplacera le mot chose par autre canard. chose. Par canard, très bien. C'est vrai que, du coup, est-ce que... Alors, tu étais dans l'association de 4L Trophy, tu as eu l'occasion d'y participer ? Oui, j'ai eu l'occasion d'y participer. Donc Super. j'ai fait, c'était 2019, je crois, à l'époque. Non, franchement, c'était très sympa. On avait une camionnette. Oh là là, cette camionnette, la pauvre. On était, je crois, 7 équipages à partir. Je pense que notre camionnette n'aurait pas dû rentrer. Elle était dans un état à la fin. C'était... C'est fait pour. C'était fait pour. Mais franchement, quand on est rentré, on l'a amené dans un garage. Il paraît que le châssis, on l'avait déboîté. Le radiateur, il paraît qu'il avait été percé. Enfin, bon. On est rentré. Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. Mais ça a marché. Comment on participe au 4L Trophy ici, là, demain À l'époque, je sais qu'ici, il y avait une association pour le 4L Trophy. Il faut vraiment rejoindre une association pour ça. Je sais pas, est-ce oui, qu'elle mais existe toujours que ce soit au pôle ou ailleurs, en fait. Alors, je crois qu'elle n'existe plus. Peut-être qu'il n'y avait plus assez de personnes pour la maintenir, mais que ce soit au pôle ou n'importe où ailleurs, j'imagine que ça fonctionne pareil. C'est quoi les étapes préliminaires ? Est-ce qu'on trouve une voiture ? Est-ce qu'on la rénove ? Tout d'abord, le premier point, c'est d'avoir un binôme. C'est toujours le 4L Trophy se fait à 2. Et comment est-ce que ça se passe ? Le meilleur, c'est de créer une association, parce que ça te permet, du point de vue des entreprises, de leur déduire fiscalement les taxes. Donc très souvent, ils seront plus aptes et plus prompts à vous aider si vous faites partie d'une association, parce que eux, ça les avantage, et vous, c'est toujours un point bonus d'un point de vue promotion. Et oui, après, il faut chercher la voiture, développer un petit peu son image de marque pour pouvoir se vendre auprès de ces entreprises pour qu'elles vous sponsorisent. C'est à ce point-là, c'est vraiment... Oui, il faut vraiment aller... si tu veux vraiment faire le 4L Trophy à la fin, il faut y aller. Le budget, c'était quelque chose comme 10 000 € à l'époque, en comptant la voiture, le garage. Et nous, on était sur un budget très, très restreint. Quand je dis que la voiture ne devait pas rentrer, c'est parce qu'on avait vraiment minimisé les coûts en termes de restauration du véhicule. 10 000 juste pour que ça roule, juste pour espérer finir la course. C'est ça, voilà. Donc c'est à peu près, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je me souviens qu'on était à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Okay. Quand vous l'avez racheté, la voiture, elle roulait déjà ou elle roulait déjà, elle avait déjà fait 3 4L Trophy, celle-là. C'est pour ça qu'en plus, bon, elle en avait vécu, cette pauvre voiture. Hein, c'était la porte du coffre qui fermait plus, on avait un câble pour fermer la porte. Enfin, c'était tant que ça marche, tout va très bien. Alors, la pauvre, elle a fini avec une aile emboutie. On était au marteau dans le désert en train d'essayer de la retaper parce qu'on n'avait pas vu une dune. Enfin, il y a plein de petites anecdotes assez marrantes sur cette époque. T'en as d'autres, des anecdotes peut-être ? Alors une autre anecdote, parce que là j'ai raconté celle de mon partenaire qui à l'époque s'était embouti dans une dune en ne la voyant pas, parce que dans le désert tout est plat, et donc on ne peut pas voir, les dunes ne se voient pas, et donc il était rentré un peu fort, il avait embouti la lave en gauche. Moi la mienne n'était pas forcément plus glorieuse, hein, on était en haut d'une descente, l'organisation qui nous faisait passer un par un parce que c'était très facile de s'enliser en bas. Donc ils me font attendre, je lève le frein à main. Et ensuite ils me font allez, vas-y. On descend, on voit la chute arriver, hein, mais on descend et puis on s'enlise. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc on essaye de pousser la voiture, elle bouge pas, elle est coincée. Pourtant quand on sort, c'est étrange, hein, mais les roues sont pas si enlisées que ça. Hein.
Bon, ok. Donc ils se mettent à 6 à pousser la voiture. Et à un moment donné, je regarde dans le rétroviseur, je vois de la fumée blanche qui commence à sortir des roues. Je regarde à ma droite. Qui est-ce qui n'avait pas été enlevé ? Oh, le frein à main. Le petit frein à main qui était resté là. Donc j'enlève le frein à main. La voiture, elle part toute seule. Elle n'était pas enlisée du tout. Elle était juste bloquée par le frein à main. Et là, je vois mon coéquipier qui arrive en sueur. Oh, franchement, Théa, la voiture, elle est partie toute seule à la fin. Je sais pas ce qui s'est passé. Coup de chance. Ok. Le frein à main. Comment ça, le frein à main ? Le frein à main, j'ai oublié le frein à main. Non, tu déconnes ? Non, je déconne pas. Il y avait bien le frein à main qui était laissé. Autant te dire qu'il m'en a voulu un petit peu. C'est pour ça qu'il a embouti la voiture derrière. Ah, c'était volontaire. Non, c'était pas volontaire, mais c'est juste au moins on était à égalité après. Ok. Et sinon, après j'ai une dernière anecdote, mais celle-là était plus sur le voyage du retour. C'était... on remontait du coup. Est-ce que tu veux que je la raconte ou... Ah bah, je suis preneur, je suis très friand des anecdotes. Alors, du coup, on remontait d'Espagne et à un moment donné, on arrive sur l'autoroute qui relie Valence à Barcelone, je crois. Donc, on prend le ticket de péage à peu près vers 9h du soir et puis on commence la remontée en 4L parce qu'elle dépasse pas les 90 km/h. Hein. C'est une 4L, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide et dans les montées, c'est limite fallait aller la pousser la voiture pour qu'elle monte. Et on arrive du coup au péage à Barcelone et on avait réservé, avant le 4L Trophy, on avait réservé un hôtel. Donc ok, on arrive à la barrière de péage. Théa, passe-moi le ticket de péage s'il te plaît, faut quand même qu'on passe. Quel ticket de péage ? Une heure auparavant, à un moment donné, j'en avais eu marre, parce que c'était un peu le bazar dans la voiture, donc j'avais pris un grand sac poubelle et j'avais tout jeté à la poubelle. On arrive à la barrière de péage, Théa, le ticket de péage. Je l'ai pas le ticket de péage. Il est où le ticket de péage ? Ah, je l'ai peut-être jeté. Non, tu rigoles ? Non, il était minuit. Hein. À ce moment-là, on était un petit peu fatigués. Donc on arrive à passer, parce qu'il y avait un péagiste qui nous fait passer la barrière. Et on arrive du coup devant notre hôtel. L'hôtel, en fait, on ne savait pas, mais à 11h, il fermait ses portes. Il faut continuer quand même, on enchaîne un petit peu dans l'histoire. Et donc on trouve un hôtel en catastrophe. Et là, on se gare et donc la nuit se passe, mais c'est vrai que sur le coup, on faisait pas forcément les fiers. Hein. On a fait les enchaînements et la fin de l'histoire sur cette petite anecdote, c'est que finalement, le ticket de péage, je l'avais jamais jeté. Il s'était retrouvé sous l'extincteur. J'imagine que vous deviez j'imagine que vous deviez... Bordel. Bon, vous deviez être vraiment, pour le coup, fatigué, donc ça s'explique. Oui. Surtout que l'extincteur était allongé sur le côté entre nos deux sièges et il était strappé. Donc on n'a jamais pensé à aller vérifier sous l'extincteur qu'on allait mettre un ticket de péage et qu'il allait s'envoler là-bas, quoi. T'es en train de trouver des excuses ? Oui. En début d'été, il y avait les 24 heures du Mans et ils ont été gagnés par Ferrari après un très 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 long moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi c'est dû ? Pour le coup, je pense que le Mans n'est pas quelque chose qui est géré qui est géré par la F1. Enfin, c'est pas le côté F1 qui le gère. Donc, de leur côté, je pense qu'ils ont juste fait un travail qui était phénoménal. Enfin, c'est quand même beau comme histoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné les 24 heures du Mans et on les gagne sur le centenaire. C'était vraiment un énorme travail de l'équipe qui s'en est occupée. Et à Maranello, enfin, c'était la fête. Les voitures, elles sont venues. Il y a eu une grande parade. Elles ont fait le tour dans la ville. Enfin, franchement, l'histoire est assez belle et c'était vraiment une très belle aventure. C'est pour n'importe qui adore la compétition et l'endurance. C'était une sacrée belle victoire et depuis, je sais que l'équipe elle en est revenue juste plus forte et ils continuent de pousser tous les jours pour que les voitures marchent et nous permettent de refaire de réécrire une page d'histoire telle qu'elle a été faite aujourd'hui. C'était vraiment incroyable pour le coup. Grosse surprise surprise pour moi parce que j'avoue que la partie endurance c'est pas une compétition que je suis beaucoup mais c'était vraiment trop bien quand on apprend qu'on a gagné les 24 heures du Mans, le centenaire avec le drapeau maintenant qui est au niveau de l'entrée historique de Ferrari, c'est plutôt sympathique. Ok. Tu penses que c'est rejouable cette année de faire un 2 de suite ?
En vrai, j'avoue que je sais pas trop, je peux pas trop me prononcer sur le sujet. Moi, j'ai envie que ça se Forcément, réitère. Pour le forcément. coup, je vais pas me le cacher. Si on peut avoir un autre petit podium, on dit pas non, hein. Une autre victoire surtout, parce que je sais pas s'il y a eu un autre podium. Faut que je me remette à jour là-dessus. J'ai pas trop suivi. Mais non, ce serait vraiment trop bien. Et puis nous, on a eu la petite victoire à Singapour, donc on en profite aussi. Franchement, cette victoire était incroyable. La course était très très belle. Ça faisait longtemps que j'avais longtemps. Cette année, c'était vraiment une course phénoménale, la course de Singapour. Il y a eu plein de rebondissements. Elle était trop bien. Je suis pas beaucoup la F1, mais c'est une des seules que j'ai regardées cette saison. Donc, C'est bien, t'as choisi la bonne pour regarder. c'est En ça. fait, c'est ça. Et il faudrait que tu les regardes plus souvent, les courses, dis donc. Comme ça, tu nous feras gagner. On va faire ça, je pense. C'est vrai que du coup, tu dois suivre beaucoup la F1, je suppose. Oui, je la suis un petit peu. Il paraît que c'est bien au boulot de suivre la F1. Donc Ouais, mais oui, c'est normal. C'est bien vu, oui. Est-ce que, oui, forcément, au boulot, tout le monde regarde la F1. Est-ce que ça te permet quand même de donner vraiment plus du sens à ce que tu fais au quotidien? Bon, tu étais déjà passionné avant, mais forcément, si tu suis les courses chaque week-end, tu te dis, bon, bah là, on a travaillé sur tel truc, sur tel projet, c'est implémenté en course 1 ou 2 ans après, ou je sais pas. Ça dépend des projets. Il y a pas. Il y a des projets qui peuvent être, c'est comme le package aéro là, qui est sorti. Au début de l'année, on avait un certain package aéro et puis on en a sorti un autre. Donc oui, l'avantage, c'est que voilà, ça t'apporte le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe sur la piste. Et je trouve que c'est notamment très bénéfique sur tout ce qui est free practice, donc les essais libres. Je trouve que d'un point de vue spectateur, c'est peut-être le plus difficile. Ça peut être le plus difficile à regarder en tant que néophyte, parce que on voit les voitures qui tournent, mais on sait pas. Enfin, les temps sont très souvent pas représentatifs de ce qui se passe, parce que chaque équipe est en train de tester une stratégie, chaque équipe est en train de. Je sais pas, il y en a une qui a mis plus d'essence dans la voiture, l'autre qui a rien mis, donc bah oui, la voiture est plus rapide, elle est moins lourde. Donc je trouve que l'avantage, c'est que travailler dans le milieu te permet de comprendre ce qui se passe. Ce qui est normal, hein, c'est comme dans tout métier, hein, un financier, il sait ce qui se passe en bourse parce que il travaille dedans, donc il comprend comment marchent les courbes. Et non, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Et puis, par exemple, les free practice, qui était quelque chose que je regardais pas à l'époque en tant que spectatrice, c'est quelque chose que maintenant j'aime beaucoup regarder parce que je sais ce qui se passe et je sais ce que font ce que font les équipes. Je peux avoir une idée un peu plus claire de ce qu'ils sont en train de tester et de faire. Ok, ouais, c'est sûr que en fait, c'est pas du tout les mêmes enjeux en course et en free practice. Donc en fait, finalement, ça enrichit ton expérience de fan. Complètement, c'est ça. Maintenant, je reste devant la télé et puis je regarde et je me dis, oh oui, et là ils sont en train de faire ça. Et puis là ils ont sorti les grilles pour tester la partie aéro et voir un petit peu comment le souffle passe. Enfin, ou les peintures, les fameuses peintures vertes qui permettent de voir comment l'air s'écoule dessus. Enfin bref, c'est très 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 sympa. Donc juste pour faire un dernier petit point, la Formula Student, notamment si on veut rejoindre le monde du sport automobile, c'est obligatoire en fait. C'est même obligatoire. pas, c'est obligatoire pour le coup. Si tu n'as pas fait Formula Student, en général, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans ce milieu. Donc Formula Student, vous rejoignez-le. On a une équipe en plus du tonnerre cette année, donc donnez-vous à fond et soyez motivés. Et on va la voir cette voiture qui roule. C'est clair. De toute façon, il y a des recrutements à mi-semestre, enfin à la moitié de l'année plutôt. Donc n'hésitez vraiment pas à postuler. Toute l'année. Il y a des recrutements toute l'année de toute façon. On recrute toute l'année, on a toujours rejoindre. besoin de gens et de mains pour faire avancer les projets, même le prototype efficience. Hein. Tout doit rouler à la fin. Prototype efficience qu'il faut pas oublier. Tu as participé au prototype efficience ? Moi, j'avoue que j'y ai pas participé du tout. Étant fan de Formule 1, j'avoue que le prototype efficience n'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai que le challenge de faire une voiture qui consomme 1 litre d'essence pour faire 2500 km, voire plus, enfin... C'était combien C'était 3700. C'était 3700 le record, oui, c'est ça. Et enfin, pour faire des milliers de kilomètres, enfin, c'est juste incroyable comme challenge. Hein. C'est une autre mentalité, mais c'est juste génial. Je comprends tout à fait les gens qui adorent ce challenge. Il est fou. Il n'y a rien à dire dessus. Hein. Mais rejoignez le Formula Student quand même. Ça vous permet d'aller en sport automobile derrière. Forcément. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présente, surtout que ça fait un certain moment qu'on essaie de planifier ce tournage. Oui. Pour la petite anecdote. Ça fait 5 mois à peu près. Voilà, ça fait au moins 5 mois. Donc merci beaucoup de pas nous avoir lâché, d'avoir
été aussi enthousiaste il y a 5 mois que maintenant. Ah, ça me fait très plaisir, moi j'adore revenir ici et pouvoir discuter avec tout le monde, donc si jamais vous faites un épisode 2 ou un autre événement de ce genre, pas de souci, je répondrai présente. Avec plaisir. Et maintenant, l'avantage d'être maintenant une véritable employée, c'est qu'on peut organiser un peu mieux son emploi du temps, donc ça facilite aussi les choses de ce point de vue-là. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était très sympa, très bel échange, et puis à la prochaine. Merci à toi aussi, puis à bientôt. Ciao. Ciao.